Bienvenue sur le plateau de Point Culture TV pour les rendez-vous d'Art République avec les gens actifs dans le domaine des musées. Alors, nous accueillons aujourd'hui Bernard Henbert. Bernard Bonjour. Henbert, bonsoir, bonjour. Il faudrait vraiment un livre, faire un livre pour raconter tout le travail abattu par Bernard Henbert depuis 25 ans, créateur de l'association des téléspectateurs actifs. Il a mené des combats très concrets pour maintenir des missions de service public à la RTBF ou encore sur la protection des consommateurs de culture. Et puis un jour, il s'est intéressé au musée. Alors, cette réflexion, cet intérêt s'est manifesté s'est finalisé par l'écriture d'un livre, en tout cas, c'était pas un point final, mais c'est un point crucial, qui s'appelle Les musées aiment-ils le public? Et c'est de ça dont on va parler. C'est un petit ouvrage très bien écrit, insolent, interrogateur, avec ce titre, Les musées aiment-ils le public? Quel a été le point de départ de cette réflexion? Mais le point de départ, c'est que je ne défends pas les intérêts des artistes parce que plein de gens le font. Je ne défends pas les intérêts des journalistes parce que plein de gens le font. Je défends les intérêts du public dans le domaine de la culture et des médias. Et donc, euh, j'ai navigué dans la musique, dans différents secteurs culturels pour voir quels étaient les problèmes du public dans ces domaines-là. Et puis, un peu par hasard, je suis arrivé sur les musées. Et naviguant dans tout ça, je me disais, mais il faut quand même que je ne fasse pas uniquement un travail de documentation et de journaliste, mais que j'agisse moi-même, que je fasse des choses. Et donc, j'ai pris deux combats qui me semblaient possibles de concrétiser en une dizaine d'années. Et un dans la culture et un dans les médias. Dans les médias, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, alors je suis très bref. Depuis 10 ans, je me bats pour qu'on supprime totalement la publicité et le sponsoring sur le service public, la RTBF. Et là, ça avance, on commence à reculer un petit peu dans la pub après 10 ans. Et d'autre part, pour la culture, j'ai pris comme combat concret, il y a une bonne dizaine d'années, l'idée qu'il fallait rendre gratuit, si possible, tous les musées le premier dimanche du mois en Belgique. Et ça, il y a une dizaine d'années, parce que pourquoi ce combat-là, plutôt que tant d'autres? C'est parce que c'était une époque où les grands musées à Bruxelles, les grands musées fédéraux étaient gratuits tous les jours, et puis on a décidé de les rendre payants, et on a choisi une gratuité mensuelle qui était le premier mercredi du mois. Et dans les communiqués de presse à l'époque, il était clairement indiqué que c'était une gratuité pour tout le public. Alors si c'est pour tout le public et choisir un jour où les gens travaillent, ça me semblait insupportable et discriminatoire vis-à-vis des gens qui travaillent, qui étudient, etc. Et donc je trouvais que c'était une sorte de gratuité mensonge. Et comme à cette époque-là, il y avait un seul musée en Wallonie qui imitait ce qui se passait d'ailleurs en France à l'époque, qui était faire la gratuité du premier dimanche du mois, voyant cela, je me suis dit, il faut opposer au premier mercredi, qui me semble d'une certaine façon antidémocratique, le premier dimanche, et donc c'est pour ça que je me suis battu concrètement sur ce sujet-là. Avec une belle victoire au bout de 10 ans, avec l'élaboration d'un décret sur les musées, une structure d'accompagnement qu'on a créée ensemble il y a près de 2 ans. Au-delà du fait qu'aujourd'hui c'est un décret qui l'impose comme condition de subvention aux musées de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est-ce qu'il y a, c'est un combat gagné, mais est-ce qu'il y a encore d'autres choses à faire? Oh oui, il y a plein d'autres combats, parce que justement dans ce bouquin, qui est un peu là aussi par hasard, parce que pendant une trentaine d'années, chaque fois que j'allais dans des musées par plaisir, j'avais un double plaisir. Et j'espère pouvoir le partager au plus grand nombre. J'ai d'abord le plaisir de découvrir les œuvres, mais mon autre plaisir, c'est de regarder comment fonctionne le musée et si le musée respecte le public. Et donc j'ai une double vue quand je suis dans les musées tout le temps. Et donc, Toujours l'œil du professionnel. oui, mais ça multiplie vraiment l'intérêt par deux. Et donc, moi, j'avais pris des notes pendant une trentaine d'années de ce que je voyais qui ne fonctionnait pas. Et donc, à un moment donné, j'ai eu tellement de notes que je me dis, voilà, il y a un livre à faire. Et ce que je constate en fin de parcours, c'est que, en fait, c'est tout à fait logique ce qui se passe. C'est que les conservateurs de musées ont
plusieurs missions à mener, mais en fait le public n'est pas au courant de tout ça. Donc le public, disons, normal, il croit que le musée est fait pour le public. Or, pas du tout. Le public est une des missions, mais pas du tout la seule. Et donc les missions principales, c'est conserver les œuvres, c'est aussi acquérir des œuvres, etc. Et donc, en fait, les conservateurs de musées peuvent donner plus d'importance au public ou plus d'importance dans ces autres missions. Donc, il y a une sorte de dosage que les conservateurs font. Et en fait, comme le public croit qu'il est normal que le musée soit pour eux, ils n'ont pas compris qu'ils devaient s'organiser pour faire respecter cette mission-là. Et donc, finalement, certains conservateurs ne voient plus beaucoup le fait qu'il y a du public. Et donc, du coup, il y a toute une série d'évolutions, surtout liées, parce que financièrement, tout est difficile, etc., qu'il est peut-être plus facile de mettre au second plan la démocratisation de la culture vis-à-vis du vaste public, etc. Il est peut-être parfois plus facile de faire venir moins de monde, mais qui paye beaucoup, par exemple les touristes, que de faire venir, si possible, plus de monde de chez nous qui paierait un peu moins cher. Et donc, par rapport à tout ça, la grande inégalité, c'est que le public n'a pas du tout conscience de tout ça. Et le but de mon bouquin, c'est de réveiller le public en disant « oui, il y a un combat à mener », parce qu'en fait, il croit qu'il n'y a pas de combat. Et donc, voilà un petit peu la genèse de ce bouquin. Après un certain nombre d'années. Ce bouquin, il est rempli d'anecdotes, de petites histoires. Si vous deviez en choisir une à nous raconter. Deux, allez, une pour Paris et une pour Bruxelles. Parce que ça parle du monde entier, mais quand même, il y a une partie négocie toujours. Et je sais qu'on n'a que 12 minutes. Va pour deux. Eh bien, pour la Belgique, disons Bruxelles, c'est le fait que au musée des Beaux-Arts, il y avait eu une expo, je crois que c'était à Europalia, et en fait, il y avait des réductions pour les chômeurs, et dans la tarification qui était mise à l'entrée, où il y avait plein, les enfants, etc., chômeurs n'étaient pas indiqués. Et donc, en fait, j'ai dû me battre pour qu'on l'indique, parce que si vous êtes dans la file et que vous voyez cette liste, comme vous voyez qu'il y a d'autres gratuités, vous vous dites il n'y a pas de gratuité pour les chômeurs puisque ce n'est pas indiqué. Or, si, il y en a une. Donc, il y a une sorte de tromperie. Et en plus, comme chômeur, c'est le truc le plus difficile à dire quand on entre dans un musée parce que ça vous dévalorise un peu quand vous le dites. Donc là, moi, j'ai demandé qu'ils changent ça. Et en fait, ils n'ont rien changé. Et puis, j'ai renvoyé un rappel. Et finalement, en fait, ils avaient changé tous les annonces qu'il y avait à l'entrée du musée parce qu'ils prolongeaient l'exposition de X jours sans changer le côté chômeur. Et finalement, j'ai quand même réussi, mais c'était seulement que quelques jours avant la fin. Ça, je trouve qu'il y a un exemple très symbolique de ce qui se passe. Et alors, mon exemple, je trouve le plus fabuleux à Paris, c'était dans un musée. Il y avait une expo temporaire et comme il y avait tellement de monde et qu'au démarrage de l'expo, donc on faisait la file pour entrer dans cette expo temporaire, il y a tellement de monde qu'ils ont fait entrer les gens par la fin de l'exposition. Alors que cette exposition, il y avait tout un trajet qu'il fallait voir par le début, le milieu et la fin. Et donc je trouve comme cynisme vis-à-vis du public et aussi de tous ceux qui ont réalisé cette expo, ce côté économique outrancier qui force finalement les gens d'un musée à faire entrer les gens par la fin. Et finalement, le public remontait pour refaire le parcours de façon normale. Mais je trouve que cette façon de fonctionner est totalement méprisante du public et des enjeux à quoi sert une exposition. Ok, mais justement, parlons des expositions. On assiste un peu dans les musées à une espèce de course à l'échalote sur les grandes expositions. Ce n'est pas sans influence sur leur politique tarifaire. Vous avez des commentaires à faire là-dessus? Oui, j'ai beaucoup de commentaires à faire sur tout ce qui se passe dans les grands musées fédéraux actuellement, où je trouve que maintenant il y a des tarifications pour le week-end et moins cher en semaine, donc je comprends l'avantage, c'est forcer du public, par exemple, de personnes âgées à venir plus tôt en semaine parce que ce sera moins cher pour libérer la place. Et donc, il y a un aspect positif, c'est pour finalement qu'il y ait moins de monde
potentiellement le week-end. Mais là, de nouveau, il y a une discrimination vis-à-vis de la population active et des gens qui travaillent, qui peuvent venir que le week-end, vont payer un tiers en plus. Ces gens qui travaillent, généralement, certains n'ont vraiment qu'un tout petit salaire. Donc, Vous parlez des expos récentes au musée des Beaux-Arts, en fait. c'est ça, oui, cet exemple-là. D'autre part, l'autre exemple au niveau des prix va se jouer le 6 décembre prochain avec l'ouverture du musée fin de siècle. Moi, j'ai appelé ça la stratégie de la Dame Blanche. Vous savez que maintenant, pour les Dames Blanches, autrefois, vous payez un prix pour la glace, le chocolat chaud et la chantilly. Alors, pour ne pas augmenter le prix, on a dissocié les éléments et maintenant, le prix ne renseigne plus que la glace et le chocolat chaud. Et on a dissocié la chantilly qu'il faut payer en plus du tarif annoncé. Et donc, c'est un petit peu ce qui se passe dans les grands musées de Michel Draguin, ici à Bruxelles. C'est qu'avant, vous payez pour voir tout, ancien, moderne et Magritte, vous payez en tout, il y a 4 ans maintenant, 4 ou 5 ans, donc c'est très récent, vous payez 5 euros, 5 euros, oui. Le jour où il a inauguré le Magritte, on est passé à 8 euros pour le tout sans les Magrittes et 8 euros pour le Magritte. Donc on a passé de 5 à 2 fois 8, 16. Et alors, donc, vous payez dans ce deuxième 8 euros pour le musée d'art ancien et d'art moderne. Or là, comme il a assassiné, entre guillemets, le musée d'art moderne, il n'a gardé que le musée d'art ancien, mais le ticket n'est pas tombé à 4 euros, il est resté à 8 euros, alors qu'on n'avait plus que la moitié. Comme on a pris l'habitude d'aller au musée d'art ancien pour 8 euros, donc maintenant, ils vont ajouter 8 euros pour le fin de siècle. Donc, ce n'est plus 5 euros, c'est plus 2 fois 8, mais on va à 3 fois 8. Et quand il va ouvrir ailleurs son musée d'art moderne, ce sera 4 fois 8. Donc, 4 fois 8 par rapport à 5 euros, en 5 ou 10 ans, c'est une exponentielle. Et le public n'a pas... Sur le même espace, je parle de ce qui va se passer donc le 6 décembre, c'est sur le même espace. C'est en fait pas un nouveau musée, c'est réaménager des sections d'un musée global qui existait depuis toujours, en fait. Et donc, par cette astuce, les prix deviennent exponentiels. Et je crains que sur la population active belge, ça a des retombées en termes de démocratisation de la culture. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de Belges qui vont dans les musées parce que financièrement, il y a quand même... c'est pas une petite augmentation d'1 ou 2 euros, hein, c'est vraiment beaucoup plus. Donc, ça pose quand même une problématique. Pour revenir à la logique des expositions, cette logique événementielle, on a un peu l'impression que les musées perdent leur âme. Vous avez un peu cette impression qu'on est dans l'événement, on n'est plus dans la gestion des collections permanentes et d'une régularité. Oh, ça dépend, parce que là, on est un peu extrême, parce qu'on parle que des grands musées, etc. Mais il y a des musées de moyenne dimension et des musées de petite dimension. Et l'esprit muséal tel que vous le souhaitez, là, il existe encore dans beaucoup d'autres musées, et parfois aussi dans de grands musées. Il y a des très grands musées, par exemple, à Liège, qui ont gardé cette conception de respect du public, et aussi d'ouverture à toute la création, etc. Donc, bon, bien sûr, on parle beaucoup plus des choses négatives, mais il y a des choses extrêmement positives. Et s'il faut créer des règles, c'est les règles qui existent tacitement sans être écrites dans les grands musées chouettes pour forcer les autres musées à redevenir chouettes, si vous voulez. Et alors, dans ces grandes expositions, on a aussi vu apparaître des tarifications avec l'audioguide compris. J'ai vu que ça vous fâchait beaucoup. Oui, parce que comme j'essaye de créer les droits du consommateur, de l'usager, par rapport à la boîte de petits pois ou le surgelé, il y a une règle économique qui interdit la vente couplée. Quand vous allez dans un supermarché, la vente couplée, c'est-à-dire emballer 2 choses en même temps pour les vendre ensemble, vous devez pouvoir les acheter séparément. Et donc, en fait, le fait que certains musées maintenant mettent, pour justifier une énorme hausse de leur ticket, l'audioguide soi-disant gratuit, dont la location est d'habitude de 4 euros, mais
C'est 8 euros qu'a augmenté le ticket, donc c'est une énorme augmentation en disant oui, mais il y a l'audioguide dans le prix. C'est une sorte de tromperie à nouveau dans la façon de le présenter. Et puis je crois qu'il y a une série de gens qui n'ont pas envie d'audioguide, ce qui est leur droit le plus strict. Donc pourquoi seraient-ils obligés d'avoir un audioguide? La suite, c'est qu'on va nous forcer dans le ticket d'entrée à acheter le catalogue si on continue. Donc je crois que c'est de la vente forcée. Et la conférence du conservateur. Et je crois que c'est la vente forcée. Et je veux ajouter, je crois que si on fait un procès officiel, on le gagnera parce que la règle économique qui existe est valable pour la culture et les musées. Et donc la vente forcée est interdite. Alors est-ce une vente forcée? C'est là qu'on devrait aller plus à fond dans la réflexion. Alors, vous avez expliqué que vous avez été à l'initiative du combat pour le premier dimanche, qui est en grande partie gagné. Est-ce que vous avez d'autres idées comme alternative pour essayer de faire venir de nouveaux publics au musée? Oula. Ben, je crois que c'est au niveau des transports, parce qu'il n'y a pas que le prix de l'entrée qui est important. Je crois qu'on peut que si on couplait les réflexions sur le transport, donc par exemple, je prends le Hainaut. En Hainaut, il y a énormément de musées qui sont inaccessibles si on n'a pas une voiture. Les transports en commun, par exemple le dimanche, sont quasi nuls et souvent ces musées sont en pleine campagne, entourés de forêts. Donc si on liait des transports exceptionnels faits peut-être avec par exemple les autocars ou les bus qui permettent en semaine aux élèves d'aller dans les écoles, si on inventait une formule comme ça où il y aurait régulièrement, style une fois par semaine ou une fois par mois, des bus qui iraient de gares précises, etc., je crois que ça permettrait à tout un public nouveau de venir. Mais c'est une idée parmi d'autres. Et effectivement, la gratuité n'est qu'un élément. Mais je crois que la gratuité du premier dimanche, cette gratuité très rare, si elle est médiatisée chaque fois, c'est un moyen financier parmi les moins chers pour faire revenir du public. Bien sûr, il coûte, mais c'est un des moins chers. Et tout simplement parce qu'on est dans la situation maintenant où il y a une baisse très importante du public qui va dans les musées. Dans le secteur culturel, c'est le secteur qui est le plus en danger. Et donc, il faut absolument retrouver des façons de faire revenir des nouveaux publics et aussi pas uniquement des nouveaux publics, mais il faut aussi fidéliser les publics qui viennent pour qu'ils viennent plus souvent. Et donc ça coûte refaire ça, mais si on ne le fait pas, dans 20 ans, il n'y aura plus personne. Enfin, il y aura très peu de monde. Donc c'est vraiment, je crois, une survie maintenant de faire donc, ce retour au musée. Et donc, ça coûte, et il faut chercher ce qui coûte le moins cher. Et je crois qu'une gratuité rare du premier dimanche est un des moyens les moins chers pour le faire. Ok. Pour terminer, par une touche un peu plus amusante. Oui, on va me faire sourire, enfin, une fois. Votre dernière visite dans un musée, c'était où? Vous pouvez nous le raconter? Ouh là là. Ça peut être l'avant-dernière. Question piège, parce que je cherche un truc symbolique à dire. Je ne sais pas quoi répondre, parce que quand on va dans tellement de musées, finalement, c'était sûrement les... Ben oui, oui, voilà, j'y pensais pas. C'était il y a 3 semaines, c'était au Canada. Et donc, je vais prendre lequel? C'était à Montréal. Et là, il y a le musée des Beaux-Arts qui est hyper grand, gratuit tous les jours, et hyper moderne, avec un personnel extrêmement nombreux. Et c'est extraordinaire la mise en place des œuvres, etc. Et il y avait une superbe œuvre d'un sculpteur belge dont sa maison à Bruxelles est un super musée, la maison où il a vécu. Mais chez nous, il n'y a personne qui va dans ce musée bruxellois, financé d'ailleurs ou organisé par M. Draguet, parce qu'il est fermé le week-end, alors qu'il est gratuit en semaine et qu'il n'y a personne en semaine. C'est quoi ce musée? Et donc, je voyais ces sculptures là-bas à Montréal, et je me disais, quel gâchis chez nous, alors que ce sculpteur est connu dans le monde entier. Et c'est le musée Wiertz. Non, c'est le musée Wiertz, c'est le musée
J'ai un problème de nom, ça, ben voilà, vous commencez à me connaître, Musée je ne retiens pas les Constantin noms. Meunier, peut-être. Comment? Le musée Constantin C'est le Meunier. musée Constantin Meunier. Effectivement, on n'est ouvert que du mardi au vendredi, pendant les heures de bureau, C'est ça, oui. fermé à midi, et n'est pas Et le ouvert week-end il est sauf pour les ouvert, groupes. mais uniquement pour 10 à 20 personnes sur réservation. Et quand vous réservez, j'ai fait faire le numéro de téléphone par une sénatrice pour bien pouvoir qu'elle prenne conscience du problème avant de poser une question parlementaire qui n'a servi à rien, parce que la ministre a répondu à côté de la plaque. Et donc elle a vu que quand on téléphonait pour réserver gratuitement un dimanche pour un groupe de 10 à 20 personnes, ils essayaient tout au bout du téléphone pour vous vendre une visite guidée payante très chère. Merci Bernard Henberg. Je ne sais pas si on a tenu le timing, ce n'est pas toujours facile avec lui, mais je pense qu'on est plus ou moins dans le format. Eh bien, tant mieux. Et lisez mon livre.